l'intervention de Louis. Pour le moment, c'était très clair. Merci. Oui, alors j'ai pris en note aussi, donc je peux même vous les envoyer dès maintenant parce que j'ai eu le temps de les relire. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord, hein? Ouais, d'accord. Voilà, alors, donc je vous envoie mes notes. Je ferme Par d'abord. email, envoie-les, s'il te plaît. D'accord. Et juste une minute pour prendre, parce que là, il y a d'autres choses à dire avec... Oui. Donc, la méditation qu'on a fait autrefois, Jacques, et qu'on va refaire pour un petit peu approfondir, oui. Elle est intéressante et en même temps un peu nouvelle. Et je vais te dire ou te raconter qu'est-ce que j'ai fait juste après cette semaine. D'abord, un élément assez important que cette méditation m'a rappelé, c'est mes pratiques de Vipassana. Et comme je t'ai dit autrefois, on nous déconseillait de pratiquer cette immobilité. Elle a un terme en pali que je ne me rappelle plus. Il y a un nom en pali de cette immobilité. Mais il disait que voilà, là, pendant le cours, vous êtes vraiment isolé, c'est bien, mais peut-être c'est un peu déconseillé de la faire chez vous. Et c'est pour ça que ça m'a découragé, je n'ai pas fait. Mais autrefois, quand nous a découragés, surtout en parlant que l'immobilité, elle peut être en quelque sorte compensée ou elle peut activer la respiration. Donc, ce que j'ai fait pendant cette semaine, c'est pendant une demi-heure, parce que là, dans la Vipassana, c'était pendant 1 heure, et c'est long, un peu long. Garder une immobilité parfaite pendant une demi-heure, 1. 2, associer des sensations du visage avec d'autres du corps. Donc, dès qu'il y a une sensation qui surgit au niveau du visage, mais en gardant les yeux fermés, dès qu'il y a une sensation qui surgit, je l'associe avec une sensation du corps. Maintenant, peut-être le brain spotting, c'est un peu plus que ça, mais je me suis dit, je vais m'entraîner probablement, disons, graduellement à ce brain spotting. Oui, c'est à la fois du brain spotting et de la claire vision intérieure, hein, la définition même de Vipassana, c'est-à-dire on voit clairement le rapport entre des zones du visage, des zones du corps et finalement des émotions et des souvenirs. Hein, tout ça se tient. Donc, c'est-à-dire, essentiellement, j'ai travaillé sur le visage, mais dès qu'il y a une sensation au niveau du visage, je la fais, je la connecte en quelque sorte. Je fais un rapport avec une autre sensation du corps. Oui, comme ça, on comprend mieux ce que veut dire cette sensation du visage et ce que veut dire la sensation du corps. Et donc, on s'y repère mieux dans le fouillis de sensations qui remontent parce qu'on fait des liens, on voit ce qui remonte ensemble. Et ça, c'est important. Mais est-ce que c'est le brain spotting ou bien c'est un peu plus, c'est quelque chose de plus que ça, le brain spotting? Le brain spotting, ils insistent beaucoup sur la focalisation. Il y a alors à partir donc d'une petite zone du visage, c'est comme une pelote qu'on déroule, on trouve beaucoup de choses. Et donc, ça s'associe à des images, à des sensations ailleurs dans le corps. Et en psychothérapie, comme en méditation, on n'a pas trop l'habitude de rester aussi longtemps sur une petite zone. Et comme c'est une zone qui est remontée spontanément,
elle correspond à des nœuds profonds. C'est ça l'hypothèse de base et on la vérifie régulièrement. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, Jacques, dans ma pratique là pendant cette semaine, que cette immobilité, elle aide beaucoup à se concentrer sur la méditation. C'est ça, oui, on le sait. Plus on garde le corps immobile et même du moment que le corps est immobile, on a tendance à bouger. Donc, on s'interdit de bouger. Donc, on garde toujours la pensée en quelque sorte focalisée sur l'objet de la méditation vu qu'on s'interdit de bouger. Oui, et ça va encore plus loin parce qu'on est comme une cocotte minute et le seul mouvement à ce moment-là possible est le mouvement de l'activation respiratoire. Et cette activation respiratoire aide beaucoup à explorer ce qu'il y a par-dessous la petite sensation du visage qui a servi un peu de porte d'entrée dans notre inconscient. Et donc, si on bouge, on perd cette envie d'activer la respiration et du coup, on perd cette énergie pour explorer plus profondément. Pour l'immobilité, mais souvent, on garde, je réussis par exemple à garder les mains et les pieds complètement immobiles, mais souvent, il y a un petit mouvement dans la tête involontaire qu'on ne se rend pas compte facilement, presque avec la respiration. Comme si c'est… Oui. Ça, peut-être qu'on peut considérer que c'est un mouvement naturel qui aide à donner la fluidité à la méditation et donc, ce n'est pas forcément à stopper complètement parce que ça fait partie de la respiration et bien sûr, on ne peut pas stopper la respiration complètement. Justement, moi, mais je le me reste rappelle du corps, oui, essayez de le stopper. À l'époque, j'ai posé cette question à l'instructeur là, du Vipassana. Je lui ai dit, je garde une immobilité, mais souvent, la tête avec la respiration bouge. Il m'a répondu, c'est naturel. Oui, c'est ça. Il ne s'agit pas de bloquer la respiration. Donc, la respiration va avec un mouvement de la tête. Et Swami Vijayanda, il faisait ça aussi. Il avait un mouvement de la tête très net quand il respirait en méditation. Donc, il n'était pas complètement immobile. Bon, on peut aussi décider pour quelque temps d'explorer ce que donne la tête complètement immobile. C'est ce qu'ils ont tendance à faire dans le zen. Mais finalement, quand on cherche un yoga spontané et naturel, le mouvement de la tête est assez bienvenu. Et le dernier jour, aujourd'hui même, j'ai senti que il y a beaucoup plus comme si, de sensations qui remontent au niveau du corps maintenant, enfin, comme si… Oui. Quand on est immobile, quand on travaille sur l'immobilité, ça fait une pression sur la conscience et la conscience devient beaucoup plus active. Donc, on sent beaucoup mieux les choses dans le corps. Alors que sinon, si on bouge dès qu'on a une sensation désagréable, on ne fait pas face aux sensations et finalement, on se met à penser à autre chose. Ouais. Reste une question. Tu as dit autrefois en citant Pierre Janet, les traumatismes se répètent dans la tête parce qu'ils sont reliés à des mouvements non terminés. Oui, ça c'est une grande idée de Janet. Et donc, moi, j'ai pas étudié Janet à fond. Mais les formateurs avec lesquels je fais ce stage de brain spotting, ils ont étudié à fond et ils disent que c'est une de ces grandes idées et que c'est très utile en thérapie parce qu'effectivement, grâce à des méthodes style brain spotting, la personne accepte de continuer le mouvement du traumatisme et de ne pas le bloquer. Et à ce moment-là, ça permet de s'en libérer. C'est souvent, par exemple, une envie de fuir et puis dans le traumatisme, on n'a pas pu fuir et donc ce blocage de la fuite se répète et on souffre de ça. Alors mais qu'est-ce qu'il veut dire par les traumatismes se répètent dans la tête parce qu'ils sont reliés à des mouvements non terminés? Qu'est-ce que c'est ces mouvements non terminés? On pourrait comparer ça à un disque rayé. Tu vois, le disque rayé, ça revient au départ parce qu'il y a un moment où ça ne peut pas continuer sur sa voie naturelle. Donc, ça revient au départ. C'est tout à fait ça. Bon, tu me dis, c'est qu'une image, ce n'est pas une explication. Mais les images, finalement, non seulement ça aide à comprendre, mais ça aide à pratiquer aussi. Voilà, donc éviter ces mouvements non terminés, comment finalement en en finir avec ces mouvements? Et alors,
Donc, ben, déjà, voir il commence que là où le disque est rayé, et puis ensuite, c'est comme soulever le saphir, c'est-à-dire le diamant du disque, et le reposer juste à côté. Il suffit d'une petite détente, d'un petit allègement, et on peut retrouver la fin du geste. Mais si on est tendu, on bute sur le même accroc sur le disque, et à chaque fois, on recommence un tour. Oui, mais justement, c'est ce que disent d'ailleurs les Tibétains, que finalement, méditation, c'est habituer en quelque sorte l'esprit, et notre esprit est déjà habitué, il a pris des mauvaises habitudes, donc on est en train de, en quelque sorte, diminuer et réduire les mauvaises habitudes et les remplacer par des nouvelles habitudes qui sont bonnes. Oui, c'est ça, et donc il s'agit d'alléger ce disque rayé du traumatisme ou même d'une mauvaise habitude mentale. C'est comme une crispation ou des crispations précises dans le corps, et quand on les voit, à ce moment-là, on peut les lever, et c'est comme quand on soulève le diamant du disque rayé, ça vient dans le sillon suivant, et là, ça peut aller jusqu'au bout. Ok, là, on reprend une méditation, donc on va là. Izan, on n'a pas trop traduit. Là, je vais. Oui, traduis un petit peu, oui. في محادثة نقاش مع الدكتور جاكفيني عن البرين سبوتينج، هذه تقنية التأمل وتقنية العلاج المهمة، والتي على ما يبدو تنتشر أكثر فأكثر وتعطي المزيد من النتائج الجيدة على صعيد العلاجات النفسية. وحدثته أنني مثلا مارست هذه التقنية بعد أن تعلمناها الأسبوع الماضي، طيلة هذا الأسبوع، من خلال عنصرين أساسيين هما أولا الإيموبيليتي، يعني الجمود التام، أن أمتنع عن أي حركة خلال التأمل، وثانيا أن أربط أي إحساس أحسه بالوجه مع إحساس في الجسد. هل هذه هي البرين سبوتينج؟ سألته، فكان الجواب أن هذا عنصر أساسي من البرين سبوتينج. الجمود، أن الإنسان يلتزم بجمود تام أو أقله الحد أقصى من الجمود، هذا أولا يساعد على تفعيل التركيز أكثر، أن يكون الإنسان يركز أكثر في تأمله أولا. ثانيا أيضا من خلال حركة، عندما يجمد المتأمل ولا يتحرك يقوى ويتغير تنفسه، وهنا التنفس يبقى حرا، يعني لا نحاول أن نعمق التنفس ولا أن نغيره. وهذا التنفس مع تغيراته عندها يساعد على أن تطفو على السطح إحساسات عديدة، وما أن تطفو هذه الإحساسات على السطح حتى من خلال تحسسها ومراقبتها العفوية نساعد كي تخرج هذه الانفعالات من خلال الإحساسات. Voilà, maintenant, la parole est à vous pour nous guider dans une deuxième méditation de brain spotting. Probablement comme ça, on pourra plus l'assimiler, cette méthode. Oui, très bien. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà des questions sur la session précédente pour peut-être orienter la pratique? Voilà, ce n'est pas obligatoire, on va faire de toute façon des choses, mais oui. Si vous avez des questions, voilà, je verrai un peu mieux comment orienter la pratique. إذا كان أحد عنده أسئلة عما مارسناه في المرة السابقة. Tu as parlé la fois dernière d'une zone de ressources, tu l'as appelé. Oui, je me disais qu'on pourrait reprendre ça, c'est important. Oui. Et c'est quoi donc? Il faut toujours chercher une zone, et là on parle souvent
dans le Vipassana, il y a beaucoup de zones muettes. Donc, qu'est-ce qu'on les rend, c'est-à-dire on les rend des zones qui parlent en quelque sorte, qui sont Oui, plus... c'est ça, oui, des zones muettes ou aveugles. Et par la sensation, on les fait parler, on leur rend importantes et ça fait un ancrage et une détente. Et donc, à mon avis, c'est très proche des zones ressources dont on parle dans le brain spotting et dans d'autres méthodes de psychothérapie. Je ne pensais pas que les gens du brain spotting qui en parlent. Mais donc, ça permet de ne pas travailler tout le temps sur les zones à problème, mais d'avoir une zone de repos où on peut se ressourcer. Et ça fait un bel équilibre. Mais donc, finalement, comment il s'appelle ce docteur qui a... Docteur David Grand. David Grand. Oui, c'est ça, G-R-A-N-D. Tu peux écrire son nom là dans le chat? Oui. Oui, on trouve pas mal de choses sur l'Internet, un brain spotting, David Grand. On peut même trouver des vidéos où on voit comment il est toujours fait. vivant? Il est toujours vivant, oui. Et il a formé 15 000 psychothérapeutes à sa méthode, donc c'est un vrai mouvement. Mais finalement, il s'est beaucoup inspiré de Vipassana de Goenka, je vois, moi. Alors écoute, c'est possible qu'il ait retrouvé spontanément ou qu'il ait appris, que je sois inspiré. Voilà, ou c'est peut-être moi qui fais le lien. Hein, à mon avis, il a dû retrouver... Les éléments, il y a beaucoup d'éléments essentiels dans les deux qui sont les mêmes. L'immobilité, par exemple. Oui, mais ça, c'est dans toutes les méditations. C'est dans toutes les méditations. Et non, mais pas que l'immobilité, aussi laisser la respiration comme ça libre. Et cette respiration... Oui, mais bon, si tu veux, la respiration, c'est une fonction principale du corps. Et de deux choses l'une, soit elle est contrôlée, soit elle est libre, tu vois. Donc, c'est bien pas que Vipassana qui si fait je dis ça, c'est que le mindfulness, s'il n'a pas connu directement le Vipassana, il pourrait connaître le mindfulness qui est complètement inspiré de Vipassana. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, mais déjà, si tu veux, la Gestalt était beaucoup dans l'acceptation des sensations telles qu'elles sont. Et le fondateur Fritz Perls disait clairement qu'il était inspiré par la méditation zen, tu vois. Donc, il y a des ponts qui se font au fur et à mesure des générations entre la méditation orientale et les psychothérapies occidentales. Et lui, il a certainement trouvé des choses par lui-même. Alors, jusqu'à quel point il s'est inspiré soit de la mindfulness, soit du vipassana directement, je ne connais pas assez son histoire pour le dire. Ok, vas-y. Donc. Oui. Donc, je peux... Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est clair. Oui. Je peux interpréter un peu mes idées. Oui, vas-y, on est là pour ça. Voilà, n'hésite pas à ouvrir ta vidéo qu'on te voit. Je ne suis pas disponible pour me faire voir pour le moment. Ah, d'accord, donc pas de problème. Si ça ne vous dérange pas. Oui, vas-y. Ça fait 4 à 5 fois que j'assiste à vos conférences. Ils sont très intéressants et ils sont précieux. Oui. Moi, personnellement, je trouve il y a plusieurs techniques de méditation. On ne peut pas les connaître tous. Mais personnellement, j'applique la méditation du Hatha Yoga et de la Kundalini, qui est, pour moi, ça donne un effet progressif, mais sûr, ça me rend différente, ça me change. Je touche parfois dans mes méditations à l'état du spectateur. Je suis là, je prends conscience que je suis là. Mais la plupart des fois, c'est que je travaille sur le pranayama, l'énergie vitale qui est contenue dans le cosmos, dans l'air, dans la mer, dans les arbres, chez l'être humain. Le ha, pour moi, et pour le yoga, c'est positif.
c'est solaire, c'est masculin. Et le prana négatif, c'est le ta, lumière, féminin, yin. Yoga, c'est la jonction des deux. Il reste le prana. Le prana, c'est une substance éthérique qui nous permet de se lever, de se décoller, ou bien d'oublier le corps en pratyahara et en continuant la méditation. Il y a un proverbe qu'André Van Liesbeth, je suis son élève de l'école Van Liesbeth, qui a expliqué comment il est mental. Le mental est un singe. Pour les yogis, les rishis de l'Inde, il compare à un singe turbulent de nature. Il a été piqué par un scorpion et on lui a donné un verre de vin. Imaginez dans quel état il est ce mental. Donc, moi, c'est une image mentale qui me parle. Il reste beaucoup de choses à vous dire, c'est au fur et à mesure. Merci de m'avoir écouté. Oui, très bien. Très bien, oui. Le Bouddha parlait aussi du mental comme un éléphant rude et qui avait en plus bu de l'alcool. Et sinon, il y a aussi l'image qui est intéressante du mental comme un singe attaché au bambou qu'est l'axe central. Et donc, quand le mental s'agite, le bambou de l'axe central penche d'un côté ou de l'autre. Mais quand le singe s'assoit tranquillement au pied du bambou, le bambou peut être tout droit. Donc, on peut arriver à un moment donné dans la méditation et la pratique du yoga, hatha yoga, sur le souffle, sur les fonctions de l'expiration, les fonctions de l'inspiration. Parce que quand on est chargé d'émotions, c'est vrai, le contenu ne pourra plus rester dans le contenant. Mais on ne peut pas, par l'intermédiaire de respiration pranayama, des rétentions à poumon plein, à poumon vide, des respirations naturelles, des exercices basés sur le prana. Et ce prana, c'est lui qui donne la chaleur. Sainte Thérèse d'Avila, moi j'ai lu son livre, ça fait longtemps, je l'ai oublié. J'ai oublié son contenu. Mais j'ai retenu une chose, que Sainte Thérèse d'Avila, elle disait, aidez-moi parce que je brûle. Tout mon dos brûle, toute ma colonne vertébrale est chaude. C'est la chaleur de la respiration. Elle était une yogini qui s'ignorait peut-être. Oui, ces expériences donc de chaleur, voilà, c'est important. C'est une manifestation du prana. Alors, dans mon expérience depuis 30 ans que j'enseigne la méditation, les expériences de chaleur intenses et perturbantes, ça vient beaucoup chez les femmes. Hein. Les hommes en parlent beaucoup moins, ça peut arriver, mais 90% c'est chez les femmes. Et donc, souvent, elles disent que ce n'est pas en rapport avec les bouffées de chaleur de la ménopause. De temps en temps, elles disent quand même si. Mais je pense qu'il y a une prédisposition chez les femmes à être beaucoup plus sensibles aux variations de chaleur. On le voit même dans un groupe, hein, les femmes en général, elles changent souvent, elles retirent un chandail, elles en remettent un autre, etc. Alors que les hommes, bon, ils peuvent le faire, mais moins quand même. Hein, donc, je pense que voilà, c'est juste une corrélation avec ça. Donc, que ces expériences de chaleur aient été très importantes chez Sainte Thérèse d'Avila, ça ne m'étonne pas quelque part parce qu'il y a une prédisposition chez les femmes pour ça. Même si Saint Jean de la Croix, il parle aussi, là, son dernier livre, c'est Vive flamme d'amour. Donc, bien sûr, c'est relié à une expérience de chaleur intérieure, mais il n'en parlait pas à un point où il avait besoin où ça devenait un problème, comme a l'air de le dire Thérèse d'Avila. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit à ce propos-là. Sainte Thérèse de Lisieux, elle parlait de la chaleur brûlante au niveau du cœur, dans l'Anahat Chakra. Très bien.
Et oui, elle racontait aux visiteurs, à tout le monde. Elle leur disait, ne m'approchez pas parce que je brûle de chaleur au creux de l'estomac. Pour le yoga, c'est l'anahat, non? C'est pour le yoga et cette chaleur, il faudrait voir plus en détail quand est-ce qu'elle vient. Est-ce que c'est avec des arrêts respiratoires? Parce que voilà, les mystiques chrétiens, ils ont aussi, je pense, leur type de respiration, leurs arrêts respiratoires, sauf qu'ils n'en parlent pas parce que ça ne fait pas partie des choses dont il est convenu de parler dans la mystique chrétienne. Voilà, mais c'est clair qu'il y a plein de choses qui doivent se passer chez eux ou chez elles aussi. J'avais vu chez Teresa de Calcutta, hein, à un certain moment, quand j'ai travaillé chez elle pendant 3 semaines, j'étais à côté d'elle pendant la prière commune. Il y avait une allée qui nous séparait les hommes et les femmes, donc elle était à la limite de l'allée et moi je me plaçais de l'autre côté à la limite de l'allée, donc j'étais à peut-être 2 mètres d'elle et je regardais comment elle respirait et ce que je peux dire, elle faisait souvent des arrêts respiratoires très prolongés en fin d'expiration. Elle était assise sur les talons et elle faisait ses arrêts respiratoires très prolongés. Et voilà, donc, mais dans les livres, ce que j'ai lu de livres sur elle, on n'en parle pas parce que voilà, ce n'est pas les choses dont il est convenu de parler dans la mystique chrétienne. C'est des détails techniques, quoi, mais au fait, c'est plus que des détails, c'est une véritable pratique. C'est vrai. Merci beaucoup. Oui. Merci. Bon courage. Merci. Voilà, on passe à la méditation guidée. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Hein? Oui. Essaye de résumer cette méditation guidée dans une demi-heure. D'accord. ننتقل إلى الموجه وسنحاول أن نختصر هذا التأمل الموجه في نصف ساعة. Voilà, donc on va utiliser la baguette. Donc, je l'ai avec moi aujourd'hui. Et donc, on va tester simplement. Est-ce que là, vous la voyez tout le temps, la baguette, ou alors elle sort de votre champ visuel? Oui, on la voit. D'accord, bon, ben, on peut travailler comme si on était en face à face. نستخدم هذه العصا voilà, donc, في هذا التأمل. pour être clair, quand je la mets là, vous la voyez sur votre droite ou sur votre gauche? Là, on la voit, je la vois moi personnellement à ma gauche. D'accord, d'accord. Bon, ben, c'est comme donc, elle est à ma droite, donc c'est comme en situation réelle. Exactement, comme en miroir. Ben, c'est-à-dire, oui, c'est ça. Enfin, c'est comme dans la situation réelle où quand on est face à face, ma droite et votre gauche. Voilà, donc ça va, comme ça, on est clair. C'est l'antenne dont tu as parlé autrefois? Oui, c'est ça, une petite antenne. Et donc, ça permet de fixer le point. Et comme il peut être en haut et en bas, ensuite, voyons, on adapte sa hauteur. Voilà, on fait comme ça. هذا الأنتن الهوائي يتيح أن إذا نقبض أي نركز على نقطة معينة. Voilà, et comme ça, si par exemple, vous me dites que ça, c'est ce point qui est sensible chez vous, je peux rester un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure avec l'antenne fixée parce que je la pose sur mon genou. Et tu mets l'antenne sur le genou? Oui, comme ça, c'est facile à tenir, tu vois. Je ne vais pas la porter tout le temps. C'est pour ça, comme ça, on adapte la hauteur selon mais le point. Explique un petit peu qu'est-ce que tu vas faire avec cette antenne pour que je on va commencer à pratiquer. Donc, vous regardez l'antenne. إذن بداية عليكم أن تنظروا إلى هذا الهواء هذه الأنتن. Et donc, comme on a fait tout à l'heure, enfin la semaine dernière avec le regard sans antenne, là on fait avec l'antenne et vous sentez les points qui réagissent. إذن كما فعلنا ولكن في المرة السابقة من غير الأنتن، الآن سنقوم بهذا التأمل مع الأنتن. Et d'ailleurs, je vais t'agrandir, Louis, comme ça je verrai tes yeux.
et puis aussi pour voir les points qui, voilà, donc épinglés. Voilà, alors. Voilà, donc je passe l'antenne et vous Un petit peu le regardez. MDR, non? Le MDR, c'est exactement ça. Avec... Non, mais là, c'est beaucoup plus lent. Et donc, en EMDR, c'est comme si on balayait tout. Et là, on fait attention aux détails. Donc, à part le balayage des yeux, c'est quand même assez différent. C'est vrai qu'il y a le balayage des yeux, mais en EMDR, il est beaucoup plus rapide. Là, on travaille lentement pour justement avoir des détails. إذن Et ensuite, on se fixe الفرق sur le détail. بين هذا والMDR أن حركة الأنتين الهوائي هنا ستكون حركة بطيئة وليست كما في الMDR حركة سريعة. Donc, vous regardez l'antenne. Sans bouger la tête, n'est-ce pas? Sans bouger la tête, c'est ça. إذن تنظرون إلى الهوائي من دون أن تحركوا الرأس، فقط العينان تتحركان. On va quand même refaire avec le plein écran. Ce sera plus facile parce qu'il y aura plus de variation des yeux. Hein, voilà. إذن نتابع حركة الهوائي بالعينين دون أن نحرك الرأس، فقط العينان تتحركان. Et vous notez bien les zones qui réagissent, par exemple, en vous aidant avec les plans par derrière. Est-ce que c'est près du rideau, complètement à gauche du rideau? إذن تسجلون النقاط التي تتفاعل مع هذه الحركة. Pour vous habituer, on repasse donc dans l'autre sens très lentement. Ce sera peut-être les mêmes points qui réagiront. Des fois, ça peut changer aussi, donc vous acceptez ce qui vient à l'instant même. الحركة المعاكسة كي تتعودوا على متابعة هذا الهوائي. Bon, alors là, hein, si on travaillait à deux, je pourrais vous demander votre point sensible. Bon, ben là, je vais travailler avec un point qui est sensible chez moi. Et donc, on fixe le bout de l'antenne. Alors, si c'était une autre direction pour vous, vous fixez un point de la scène par derrière, comme un point du rideau ou du petit tableau ou de l'endroit qui est plus noir. Voilà. إذن نركز على رأس الهوائي. إذا لم يكن هناك هوائي يمكن أن تركزوا على نقطة أخرى في الغرفة. Parce que dans 5-10 minutes, bien sûr, il y aura la distraction qui sera venue et donc il faudra revenir à ces points et donc l'avoir mémorisé. إذن بعد 5 دقائق بعد الاستراحة سيعود إلى هذه النقطة. Maintenant, ça, c'était la direction horizontale. Maintenant, on fait la direction verticale à partir. الاتجاه انتهينا من الاتجاه الأفقي، سنعتمد الاتجاه العمودي. أي حركة عمودية للهواء.
Voilà, donc là, je reprends le point qu'il a le plus réagi. Je l'ai identifié par rapport à l'image par derrière. زين الآن أخذت النقطة التي تتفاعل أكثر. Voilà, et donc vous avez identifié votre propre point qui sera probablement pas le même que le mien, mais vous l'avez à défaut d'antenne, donc vous le situez par rapport au rideau, par rapport au tableau, par rapport à n'importe quel détail de ce que vous voyez sur l'écran. وإن كان من غير لا تستخدمون أنتان يمكن أن تركزوا على نقطة أخرى ترون أنها تتفاعل عندما تحركون عيونكم. Voilà, et maintenant, donc, on fait le double travail. Alors, on peut, voilà, oui, on fait le double travail de activation de la respiration et ensuite apaisement. Donc, الآن هنا نقوم بتفعيل التنفس ومن ثم تهدئته. mais alors, avant d'oublier, hein, donc ça, c'est la technique de base, mais souvent, on part d'un problème qui est, voilà, notre problème actuel, par exemple, est-ce que je dois déménager? Donc, on se met dans l'émotion de ce problème et ensuite, simplement, on cherche les points qui répondent. إذن هذه هي التقنية الأساسية، ولكن يمكن أن ننطلق من مشكلة حالية نعاني منها. يعطي مثل، هل يجب أن أنتقل من منزل إلى آخر؟ ونحاول من خلال هذه الممارسة أن نفعل هذه الإشكالية لنجد جوابا لها. Donc, là, ça fera un travail spécifique. Sinon, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est plutôt un travail général. هناك عندها يكون عمل خاص بإشكالية معينة، ولكن ما نقوم به الآن هو عمل عام لأي إشكالية ممكنة. Donc, maintenant, on fait l'immobilisation du corps. Pensez à l'image de la cocotte minute. الآن نجمد الجسم. تذكروا طنجرة الضغط. Donc, le point du visage qui correspond à la direction du bout de l'antenne, c'est comme le sifflet de la cocotte minute qu'on retirerait. إذا نقطة الوجه التي ترتبط بالرأس الهوائي هي مثل رأس طنجرة الضغط التي تصفر. Et à travers ce sifflet de la cocotte minute, il y a toute la vapeur qui sort. ومن خلال هذا الصوت الصفيرة كل البخار الذي يخرج. Comme plein d'images refoulées et source de pression psychologique. مثل الصور المكبوتة، وهي نبع أساسي لكل المعلومات النفسانية. On ne bouge pas, on prend son temps, on explore, on va plus loin. لا نتحرك، نأخذ كل وقتنا، نستكشف، نذهب بعيدا. Là où il peut y avoir des variations, c'est dans la quantité d'activation de la respiration. ما يتحرك أساسا هو التنفس،
يعني يتفاعل يهدأ أو يزيد ولكن الجسم يبقى جامدا لا يتحرك. C'est comme un accordéon d'habitude. Ça s'active de plus en plus, puis ensuite ça diminue, puis ensuite ça s'active de nouveau. مثل آلة الأكورديون تأخذ هواء كثيرا تنشط تتفاعل ثم بعدها يختفف الحركة فيها وهكذا دواليك بين زيادة ونقصان. L'analogie qui me vient juste maintenant à l'esprit est la suivante. تشبيه يخطر لي الآن وهو التالي. C'est comme quand on fait les grands rangements dans une chambre. Si quelqu'un arrive au milieu du travail, il pense que tout est encore plus dérangé. تماما مثلما عندما ننظم الغرفة ويأتي أحدهم ونحن في خلال هذا التنظيم فيخال أن الفوضى زادت لأننا نغير أماكن الأشياء. Mais au fait, c'est simplement après qu'on range. Et donc, de même, quand il y a l'activation, c'est comme si on dérangeait tout. Et quand il y a l'apaisement, c'est comme tout se remettait à la place, à la bonne place où chaque chose doit être. إذن ولكن عمليا نحن نغير الأماكن مرحليا فقط كي نعيد تنظيم الغرفة وهكذا يبدو في الممارسة. خلال الممارسة تبدو أن الأمور تداخلت بعضها ببعض ولكن كل ذلك في سبيل إعادة التنظيم. Voilà, donc il y a une expression très utile pour ce type de travail, c'est presser le citron. هناك تعبير مفيد في هذا النوع من العمل وهو عصر ليمونة الحامض. Voilà, c'est-à-dire reprendre un cycle d'activation, puis ensuite d'apaisement de la respiration, puis 2, puis 3. إذن أي أن نستعيد دورة تفعيل النفس ثم تهدئته وهكذا دواليك بين تفعيل وتهدئة. Et donc, si on a suffisamment de concentration, on peut faire un travail profond tout seul. إذن إذا كان عندنا ما يكفي من التركيز يمكن أن نقوم بعمل عميق لوحدنا بمفردنا. Mais souvent, on n'a pas beaucoup de concentration. À ce moment-là, le thérapeute, avec son antenne, il aide bien parce qu'il nous donne un exemple de la patience. Lui, il ne bouge pas. Donc, finalement, on revient à la méditation. إذن ولكن إذا لم يكن عندنا ما يكفي من هذا التركيز المعالج عندها يساعدنا لأنه يبقى جامدا ما يساعدنا بالعودة إلى التأمل. Et donc, je le redis, hein, vous avez trouvé votre point que vous avez défini par rapport au plan qui a par derrière moi. Et donc, vous y revenez encore un petit peu. ما أن تجدوا هذه النقطة التي هي تتفاعل بالأكثر عندكم تعودون إلى هذه النقطة. Et comme votre tête n'a pas bougé,
le même point dans le plan devant vous correspondra à la même sensation sur le visage et c'est une manière de retrouver cette sensation et d'approfondir le travail sur elle. إذا لم يتحرك رأسكم فهذه النقطة هي إذن في الوجه هي النقطة التي يجب أن تعملوا عليها. Cette respiration libre fait remonter notre envie de résister et d'avoir du ressentiment contre la sensation et ce qu'il y a derrière. هذا التنفس الحر يساعد في إخراج الإحساسات والانفعالات وما هو وراءها. Mais après, ça permet de laisser reposer avec la méditation d'apaisement ce qui est remonté finalement, de le guérir. مع التأمل التهدئة بالنهاية يتيح أن ما أخرجناه أن نشفي هذا الانفعال بعد أن نكون قد أخرجناه. Maintenant, on change de chapitre. Je range l'antenne parce que ça va se faire les yeux fermés. الآن oui. إذن تأمل مكمل لذلك ننتهي من استخدام الهواء وتأمل والعينان مغمضتان. Donc, vous cherchez un problème dont vous voulez sortir. إذن تبحثون عن مشكلة تودون أن تخرجوا تتخلصوا منها. Ça peut être une peur par rapport aux crises que traverse votre société. مثلا خوف من الوضع الذي تمر به المنطقة أو البلد الآن. هذا الخوف يمكن أن تعملوا عليه. Ça peut être une rupture affective récente ou ancienne. أو مثلا قطيعة عاطفية أو مشكلة عاطفية. Ça peut être un problème physique aigu ou chronique. أو مشكلة صحية وجسدية تعانون منها. Donc, vous mettez en face de ce problème, vous le sentez directement, bien présent. إذن تضعون أنفسكم في مواجهة هذه المشكلة وتتحسسوها. Et en même temps que vous le sentez, vous scannez votre corps et vous voyez des zones où il n'y a pas de tension, qui sont complètement tranquilles, paisibles. إذن في هذا الوقت الذي تتحسسون فيه هذه المشكلة تجرون سكانر للجسد فتتحسسون مناطق هادئة لا تتفاعل مع هذه المشكلة. Vous cherchez même, tant qu'à faire, la zone qui vous paraît la plus paisible, la plus indemne de toute tension, quand vous êtes en face de cette émotion, de ce souvenir. تبحثون عن المنطقة الأكثر هدوءا التي لا تتفاعل تبقى هادئة رغم مواجهتكم واستذكاركم لهذه المشكلة. Et à ce moment-là, vous inspirez, expirez par cette zone. وعندها تتنفسون من هذه المنطقة الهادئة. Avec une grande immobilité. ومع المحافظة على جمود وعدم تحرك كامل. Vous faites, comme d'habitude, l'activation et l'apaisement.
وتتابعون أيضا تفعيل التنفس ثم تهدئته. Mais là, c'est plus à partir d'une zone hypersensible, c'est à partir d'une zone hyposensible. Donc, c'est un travail analogue, mais à l'inverse. إذن ولكن هنا ليس انطلاقا من منطقة حساسة تتفاعل، بالعكس منطقة لا تتفاعل بتاتا، هادئة. Vous voyez les points communs et les oppositions entre les deux travaux par votre expérience même. هذه النقطة المشتركة بين هذين التمرينين. الأولى منطقة جد حساسة تتفاعل عندها ردة فعل، الثانية منطقة هادئة خرساء لا تتجاوب مع ردة الفعل. Sentez tout ce qui se réorganise à distance dans le corps quand vous êtes bien absorbé dans cette zone ressource, que vous inspirez et expirez par cette zone ressource. تحسسون كيف يعاد تنظيم كل هذه الأشياء في الجسم من خلال هذه المنطقة. إذن المنطقة التي نعيد تحفيز وشحن الجسم من خلالها، هذه المنطقة الهادئة. Encore quelques dizaines de secondes, le même point, et suivre la respiration qui vient naturellement. أيضا ثوان أخرى نتابع الانتباه على هذه النقطة الهادئة. Maintenant, on fait le Aum qui dissout toutes les crispations du corps, toutes les souffrances. نردد الأوم الختامي.
On peut joindre les mains, incliner la tête pour revenir une dernière fois au centre. Rester un petit peu poumon vide avec une respiration superficielle. Voilà, donc si vous avez une ou deux questions, on peut y répondre et puis après Je peux passer une question. Oui, oui. Je pratique une méditation. Si vous avez envie qu'on la partage ensemble, je serai contente parce que ça fait 40 ans que j'enseigne le yoga. Je suis dans le yoga. Et c'est la méditation complète sur la vie, V majuscule. Très bien. De Chidam, le Swami qui a fait cette méditation. Il est Chidam Chidam Baram. C'est H-I-D-A-M. C'est Swami Chidambaram ou c'est un Swami qui vient de la ville qui s'appelle Chidambaram? Apparemment, c'est une coupure. Oui, oui. Mais on pourra la faire la prochaine fois, c'est le yoga du rire ou alors écoute, qu'elle m'appelle et parce qu'on a un programme quand même. Oui, c'est ça. Mais on peut la faire, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure pendant mon temps de méditation. Ça dépend de qu'est-ce qu'elle entend par cette méditation, probablement. Oui, je pense qu'elle a été coupée. Oui, Geneviève, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est difficile à dire ce que j'ai à dire, mais ça vient peut-être de ma vue, que je suis astigmate et hypermétrope. Et alors, le fait d'avoir fixé la petite antenne, elle s'est donc dédoublée. J'ai donc vu 2 antennes, j'ai vu Jacques avec 2 têtes et je me suis endormie. D'accord. Le moment que tu t'es endormi, c'est bien, c'est pas mauvais. Il y a eu 2 Jacques. Je devrais dire comme l'aigle bicéphale de l'Empire germanique. Ah oui, mais je suis désolée, je suis tout endormie. Alors, pourquoi? Alors, les psychologues diront que c'est que tu as senti que tu as touché quelque chose de délicat en toi et que tu n'as pas voulu le voir et que tu as fui dans le sommeil. Bon, mais c'est peut-être aussi que tu étais fatigué. Voilà. Non, mais ça vient des yeux, je crois. Oui. On m'avait mis souvent un prisme à Rome parce que mon regard, l'hypermétropie, par exemple, un point, ça devient une soucoupe volante. Oui. Et le fait de fixer, ça se dédouble. Oui. Donc, ça doit être un phénomène ophtalmique, je pense. Oui, aussi. Je pense aussi. Oui. Et alors, 2 baguettes, 2 Jacques, 2 têtes,
ça m'a fait... Et puis, je me suis endormie. Oui, oui, oui. Il y a l'histoire, c'est une jolie histoire de sagesse. C'est un père qui s'est aperçu que son petit enfant voyait double. Et alors, quand il a eu 5 ans, il s'est dit, maintenant, il comprend, je vais pouvoir lui expliquer qu'il voit double. Et alors, le gamin a écouté et lui a dit, mais papa, tu te trompes, si je voyais double, à la place de voir 2 lunes dans le ciel, j'en verrais 4. Je donne cet exemple pour faire comprendre ce que c'est que la paranoïa. Hein, la paranoïa, on peut leur expliquer tout ce qu'on veut, ils interpréteront à leur manière. Ils ne verront pas voir ce qui va pas. Mamma mia! À la place d'en voir 2, j'en verrai 4. Je me réveille. Incontournable comme raisonnement. Voilà. Mais Jacques, ce disque rayé dont tu as parlé, oui. Et donc avec les traumatismes qu'on reprend en quelque sorte, oui. Et comment s'en sortir? Eh bien, par la légèreté. Hein, je sais que j'ai une amie qui m'a dit que cette image de soulever le bras du gramophone et puis de le reposer juste sur le sillon, ça l'a beaucoup aidé, tu vois, parce que c'est, au fait, c'est pas grand-chose. Il faut voir précisément où c'est rayé et à cet endroit-là, alléger. Finalement, c'est pas un grand effort, mais ça demande d'être précis. Ouais. Parce que là, tu as pris déjà une analogie intéressante aujourd'hui en disant, et chose qu'on peut très souvent expérimenter en disant que si on est en train d'arranger une chambre au milieu oui, de cette activité, du rangement, si tout est en quelqu'un vient désordre. de l'extérieur, il a l'air de voir que la chambre est beaucoup plus désorganisée. Et oui. c'est le cas souvent. C'est-à-dire oui. qu'on est en train de travailler sur soi, mais on passe par des étapes où il nous semble qu'on est, au lieu d'être plus organisé, on est beaucoup plus désorganisé. Il y a beaucoup plus d'agitation que normalement on travaille pour avoir plus de calme. Oui, oui. Mais donc, c'est un phénomène normal et on peut l'expliquer aussi ou une corrélation neuroscientifique. C'est quand on veut mettre plus de parasympathique, c'est-à-dire de calme, il y a le sympathique qui réagit pour rééquilibrer et qui met plus d'agitation. Donc, il y a certainement ce phénomène maintenant bien connu de ce qu'on appelle l'homéostasie cérébrale. Puis sinon, il y a l'image de Mananda Mayi qui explique ça, enfin, ou qui le constate en disant c'est comme quand on nettoie un caniveau. Hein, en Inde, il y a beaucoup de caniveaux en plein air. Et donc, un caniveau, tu sais, une rigole au bord de la rue pour que les déchets s'éliminent. Oui, et donc, au fond du caniveau, il y a souvent de la boue. Et quand on nettoie, il y a l'eau claire qui passe dessus. Et puis, quand on commence à nettoyer, tout devient boueux. Voilà, parce qu'on fait remonter la boue qu'il y avait au fond. Et donc, Mananda Mayi prenait cette image pour la méditation. Donc, il ne faut pas se décourager. Hein, ça fait partie du processus. Donc, il arrive donc qu'on passe par des phases où il nous semble qu'il y a beaucoup plus de désorganisation que... Oui, beaucoup plus de colère. Et c'est parce qu'aussi, on n'est pas habitué à rester immobile. Moi, je sais que quand j'étais à l'Ermitage et que je faisais beaucoup de journées de méditation, il y avait des moments où je me mettais en colère, même contre le balai. Hein, je le jetais dans un coin, puis je lui disais, t'es con comme un balai. Voilà, alors que j'aurais dû être paisible et noyé en Dieu. Mais je me mettais en colère contre le balai parce que j'avais personne d'autre contre lequel me mettre en colère. Donc, vous avez fait sortir votre colère. Voilà, c'était ça, comme ça, je l'ai vu. Mais en même temps, j'ai compris, oui, c'est ça, j'ai compris qu'elle était là, voilà, qu'elle venait du fait que j'ai été resté longtemps immobile, etc. Que bien sûr, ce n'était pas la faute du balai. Alors que si j'avais été avec quelqu'un, comme dans un couple ou en famille, probablement j'aurais trouvé quelque chose chez l'autre pour justifier ma colère. Hein, mais là, avec le balai, c'était quand même difficile. C'est la colère qui a pris la forme d'un balai. Voilà, oui, en quelque sorte. C'est le balai émissaire, ce n'est pas le bouc émissaire, c'est le balai émissaire. Je peux vous passer un aperçu très bref du contenu de la méditation. Vous voulez?
Maintenant, là, on n'a plus le temps. Il faut qu'on termine. Alors ça peut-être fait- la prochaine fois. Oui, la ça pro- fait 2h20 qu'on est Oui, oui, oui. Peut-être vous le préparez pour la prochaine fois et on peut prendre un quart d'heure, 20 minutes la prochaine fois pour la faire. Pourquoi pas? Monsieur Salib, vous voulez Oui. que je vous l'envoie par WhatsApp les mots-clés. Peut-être que vous n'allez Oui, pas si être vous d'accord. voulez, mais Peut-être vous sans voulez. problème, sans problème, mais qu'on ait suffisamment de temps parce que là, Oui, c'est ça, là, on est en fin vous de étiez session. coupé déjà quand il vous a posé la Oui, question, Oui, docteur oui. Vigne, et c'est maintenant que vous revenez en ligne, mais c'est déjà, on a épuisé le temps, ça fait là 9h moins 20 et on a commencé à 6h30, oui. donc ça fait 2h et 10 minutes et plus. Voilà, oui. Bon, voilà, donc la prochaine fois, je verrai. Donc, je ne sais plus si c'est le yoga du rire qu'on fait la prochaine Le fois. yoga du riz, ça sera celle d'après. D'accord. Bon, de mon côté, donc, je ferai Milarepa. Hein. J'avais annoncé aussi Ouais. des commentaires de poèmes de Milarepa. Donc, c'est bien, comme ça, j'aurai plus de temps de préparer. Et bon, j'ai déjà préparé quelque chose pour aujourd'hui, mais on le fera la semaine prochaine. Et puis, Claire nous fera aussi, voilà, sa méditation sur la vie, c'est bien. OK. Très bien. Merci beaucoup. Oui. À la prochaine. Merci, Claire. Merci à tout le Merci monde. à vous. Shukriya.